Je vais être honnête. Ce que je vais dire ici n'est pas dicté par l'admiration, ni par une envie de protéger une star. Depuis cette finale de Cannes, depuis cette décision de jouer malgré un état physique incertain, depuis cette impression d'égoïsme dans un moment où le collectif devait primer, le lien émotionnel s'est brisé, l'image du héros s'est ternie, une accusation, une plainte et un silence qui pèse. Dans cette affaire, tout commence par un face-à-face invisible, deux camps, deux versions, deux stratégies judiciaires, deux avocates qui s'expriment avec la même détermination, chacune convaincue que la vérité est de son côté. D'un côté, une plaignante qui affirme avoir été victime. De l'autre, Achraf Hakimi, international marocain et défenseur du Paris Saint-Germain, coéquipier de Kylian Mbappé, qui conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. Deux récits irréconciliables. Et au milieu, un vide. Un vide judiciaire, du moins à ce stade public de la procédure. Car pour l'instant, l'affaire semble reposer principalement sur la parole contre la parole. Il faut le dire clairement, la parole d'une victime présumée mérite toujours d'être entendue. Porter plainte dans ce type d'affaires n'est jamais un geste anodin. C'est une démarche lourde, intime, exposante. Cela signifie affronter les interrogatoires, la médiatisation, le doute, parfois même la suspicion publique. Ce n'est pas un confort, ce n'est pas un calcul simple. Mais en face, il y a un homme dont le statut dépasse le cadre du terrain. Hakimi n'est pas un joueur quelconque. Il évolue dans l'un des clubs les plus puissants d'Europe. Son nom circule dans le monde entier. Son image est associée à des sponsors, à des contrats, à des ambitions sportives. S'attaquer judiciairement à une figure de ce niveau suppose d'entrer dans un rapport de force particulier, où l'exposition médiatique est immédiate et massive. Ce contraste nourrit l'intensité de l'affaire. D'un côté, une vulnérabilité potentielle. De l'autre, une puissance symbolique, mais la justice ne fonctionne pas sur la symbolique. Elle ne se rend pas dans les studios télé ou sur les réseaux sociaux. Elle ne tranche pas sous la pression des tendances. Elle avance selon une méthode. Recueillir les déclarations, confronter les versions, analyser les éléments matériels, vérifier les incohérences, établir des faits. Et c'est précisément là que le dossier interpelle. À ce stade, publiquement, peu d'éléments matériels ont été rendus visibles. Ce qui alimente le débat, ce sont surtout des déclarations, des interprétations, des fuites, des analyses. Reconnaître la gravité d'une accusation ne signifie pas renoncer à l'exigence de preuves. Défendre la présomption d'innocence ne signifie pas nier la possibilité d'une souffrance réelle. C'est un équilibre délicat, mais c'est le socle même d'un état de droit. Dans le football moderne, tout s'accélère. Une information devient virale en quelques minutes. Une opinion devient un verdict avant même que l'enquête n'ait progressé. Pourtant, un dossier judiciaire ne se construit pas sur des impressions, mais sur des éléments vérifiables, recoupés, solides. Les conséquences, elles, sont immenses. Pour Hakimi, c'est une carrière internationale, une réputation construite au fil des saisons, un héritage sportif qui peut vaciller. Pour la plaignante, c'est une crédibilité, une dignité, une reconnaissance éventuelle d'un préjudice si les faits sont établis. Dans les deux cas, ce sont des vies exposées. Cette affaire dépasse le football. Elle interroge notre rapport à l'émotion, à la notoriété, à la justice. Elle rappelle que dans le tumulte médiatique, une chose demeure essentielle. La vérité ne se décrète pas, elle se démontre. Et tant que cette démonstration n'aura pas été faite, il restera ce vide. Un vide que seuls les faits, et rien d'autre, pourront combler. Dans toute affaire judiciaire de cette ampleur, il y a les faits établis et il y a les zones grises. Celles qui ne condamnent pas, celles qui n'innocentent pas non plus, mais celles qui interrogent. Selon les éléments relayés dans la presse, la plaignante aurait refusé certains examens médicaux ainsi que des tests ADN. Elle aurait également décliné la possibilité de remettre son téléphone aux enquêteurs. Sur le plan strictement juridique, ces refus ne constituent pas une faute. Une plaignante conserve des droits. Elle n'est pas tenue de s'exposer au-delà de ce que la loi impose. C'est un principe fondamental. Mais dans un dossier aussi sensible, aussi médiatisé, aussi explosif, impliquant un joueur du Paris Saint-Germain comme Achraf Hakimi, chaque élément matériel devient potentiellement décisif. Chaque preuve, chaque trace, chaque donnée numérique peut faire basculer l'interprétation d'un récit. Dans ce contexte, ces refus soulèvent des questions stratégiques, non pas sur le droit de refuser, mais sur l'impact que cela peut avoir sur la perception globale du dossier. Le seul examen accepté aurait été d'ordre psychologique, un rapport confirmant l'absence de troubles mentaux, un point important évidemment, mais certains experts auraient également noté des incohérences dans le discours, un vocabulaire jugé inhabituel pour ce type de traumatisme. Est-ce une preuve? Non.
Est-ce une certitude? Absolument pas. Chaque personne vit un choc différemment. Il n'existe pas de modèle universel de la victime. Il n'y a pas de dictionnaire officiel du traumatisme. Certains s'effondrent, d'autres se figent, d'autres encore racontent avec distance. La psychologie humaine ne se résume pas à des cases. Mais dans un dossier où les éléments matériels semblent limités, ces détails prennent une dimension particulière. Ils alimentent le doute, ils offrent des angles d'attaque à la défense. Ils compliquent la lecture. Et puis, il y a ces messages, des échanges privés révélés par l'équipe dans lesquels apparaîtraient des formulations troublantes, notamment cette phrase « on va le dépouiller ». Dans une procédure judiciaire, ce type d'éléments ne peut pas être ignoré. S'ils sont authentifiés et contextualisés, ces messages deviennent des pièces à part entière du puzzle. Ils peuvent nourrir l'hypothèse d'une intention financière ou d'une stratégie de pression. Là encore, prudence. Un message isolé ne résume pas une réalité. Une phrase sortie de son contexte peut être mal interprétée. Les conversations privées sont souvent brutes, excessives, maladroites. Mais dans une affaire où la crédibilité des versions est centrale, chaque mot compte. Ce qui frappe, au fond, c'est l'accumulation de ces zones floues. Aucun élément pris isolément ne suffit à trancher. Mais mis bout à bout, ils dessinent un climat d'incertitude. Et dans un dossier judiciaire, l'incertitude est un territoire dangereux, car face à une accusation grave, la justice cherche des certitudes, des faits établis, des preuves solides, pas des impressions, pas des interprétations. Aujourd'hui, l'affaire avance dans cet entre-deux. Ni effondrement total de l'accusation, ni démonstration éclatante de culpabilité. Juste une tension permanente entre deux récits, entre des choix procéduraux discutables et des révélations médiatiques troublantes. C'est ce flou qui maintient la pression, c'est ce flou qui divise l'opinion et c'est ce flou que seule l'enquête, loin du bruit des tribunes et des réseaux sociaux, pourra éclaircir. Puis, il y a eu cette séquence qui a fait basculer le débat médiatique. Des messages révélés par l'équipe, des échanges privés, sortis de l'ombre, exposés à la lumière crue de l'opinion publique. Et au milieu de ces conversations, une phrase qui a immédiatement frappé les esprits, « On va le dépouiller ». Dans une affaire aussi sensible, ce type de révélation agit comme une déflagration. Si ces messages sont authentifiés, contextualisés et versés au dossier, ils ne sont pas anodins. Dans une salle d'audience, chaque mot compte. Chaque intention supposée est analysée. Chaque nuance est disséquée. Et une phrase comme celle-ci peut peser lourd, très lourd. Pourquoi ? Parce qu'elle introduit une autre lecture possible des événements. Parce qu'elle suggère une intention qui dépasse le simple récit d'une agression, parce qu'elle ouvre la porte à une hypothèse alternative, celle d'une instrumentalisation. Évidemment, prudence absolue. Un message ne raconte pas toute une histoire. Une phrase isolée peut être ironique, excessive, sortie de son contexte émotionnel. Les conversations privées ne sont pas des procès-verbaux. Elles sont parfois brutes, maladroites, amplifiées par l'instant. Mais dans un dossier où tout repose largement sur la crédibilité des versions opposées, ce genre d'éléments modifie l'équilibre. Cela ne prouve pas que l'accusation est mensongère. Cela ne démontre pas une machination. Cela ne blanchit personne. Mais cela installe un doute. Et en matière judiciaire, le doute n'est pas un détail. Il est central. Dans cette affaire, la crédibilité est le cœur du débat. Qui dit vrai? Qui est cohérent? Qui est constant dans ses déclarations? Chaque élément qui fragilise ou renforce cette crédibilité devient stratégique. Et au-delà du tribunal, il y a l'opinion. Car qu'on le veuille ou non, la perception joue un rôle immense. Elle façonne les narratifs. Elle influence la pression médiatique. Elle crée un climat autour du dossier. Un climat qui peut peser indirectement sur les protagonistes. C'est là toute la complexité de cette affaire, entre vérité judiciaire et bataille d'images. Les messages révélés ne condamnent pas, mais ils déplacent la ligne, ils introduisent une tension supplémentaire. Et dans un dossier déjà chargé d'émotions, ce type de révélation ne fait qu'épaissir le brouillard. Il y a enfin un élément plus discret, moins spectaculaire que des messages révélés ou des expertises discutées, mais tout aussi stratégique. Les divergences apparentes entre les déclarations d'Achraf Hakimi et celles de Kylian Mbappé. À première vue, cela peut sembler secondaire. Un détail dans une affaire tentaculaire, une nuance mal interprétée, une différence de souvenir sur une chronologie, une présence, un contexte. Mais dans une procédure judiciaire, il n'existe pas de petits détails. La cohérence est une colonne vertébrale. Lorsqu'un récit est stable, constant,
aligné dans le temps et entre les témoins, il se renforce naturellement. À l'inverse, la moindre divergence devient un point d'appui pour l'accusation, une faille potentielle, une brèche dans laquelle on peut s'engouffrer. Un écart, même minime, peut être exploité pour fragiliser l'ensemble. Était-ce une imprécision, un souvenir altéré par le temps, une mauvaise interprétation médiatique ? Ou le signe d'un récit qui vacille? Ce sont précisément ces questions que les avocats savent manier avec précision. Dans une salle d'audience, on ne parle pas seulement des faits, on parle de crédibilité. Et la crédibilité se mesure souvent à la solidité des versions. Si deux déclarations censées converger présentent des contradictions, même légères, cela suffit à installer un doute. Est-ce suffisant pour faire basculer un dossier? Non. Une divergence ne remplace pas une preuve. Elle ne constitue pas, à elle seule, un élément décisif, mais elle entretient la pression, parce qu'elle alimente le débat médiatique, parce qu'elle nourrit les interrogations, parce qu'elle empêche toute lecture limpide du dossier. Dans une affaire déjà chargée en tension et en zone d'ombre, ces différences deviennent des grains de sable dans un mécanisme déjà fragile. Et au plus haut niveau, celui d'un joueur du Paris Saint-Germain exposé en permanence, la moindre fissure prend des proportions considérables. Ce n'est peut-être qu'un détail, mais parfois, dans les grands dossiers, ce sont les détails qui dessinent les lignes de fracture. Ce qui frappe peut-être le plus dans cette affaire, au-delà même des accusations et des démentis, c'est la vitesse fulgurante avec laquelle l'opinion publique s'est embrasée. En quelques heures, le débat a quitté le terrain judiciaire pour envahir les réseaux sociaux. Les timelines sont devenues des salles d'audience improvisées. Les commentaires, des plaidoiries, les hashtags, des verdicts. Pour certains, Achraf Hakimi est déjà coupable. Le statut, la notoriété, la puissance supposée deviennent des arguments à charge. Dans cette lecture, la parole de la plaignante suffit à sceller le sort moral du joueur du Paris Saint-Germain. Pour d'autres, il est déjà innocent, parce qu'il est une star, parce qu'il représente un pays, parce que l'on refuse d'imaginer qu'un athlète admiré puisse être impliqué dans une telle affaire. Deux camps, deux certitudes. Et entre les deux, une réalité beaucoup plus complexe. La justice, elle, ne se rend pas en trending topic. Elle ne s'appuie ni sur le nombre de partages, ni sur l'intensité des débats. Elle se rend dans un tribunal, dans un cadre précis, avec des règles strictes, des procédures encadrées, et une exigence fondamentale, la preuve. À ce stade précis, et c'est un fait, aucun élément matériel décisif n'a été rendu public, établissant de manière incontestable la culpabilité du joueur. Cela ne signifie pas qu'il est innocent, cela signifie que l'enquête est en cours et que le travail judiciaire n'est pas achevé. Confondre absence de preuves publiques et innocence définitive serait une erreur. Confondre accusation et culpabilité le serait tout autant. La tentation du tribunal populaire est forte parce qu'elle répond à un besoin immédiat. Comprendre, juger, classer. Mais la justice, elle, exige du temps. Elle exige du recul. Elle exige une rigueur qui dépasse l'émotion. Dans une époque où tout se commente en direct, accepter l'attente est presque devenu un acte de discipline collective. Et dans cette affaire, comme dans toutes les autres, une vérité demeure. Seul le tribunal dira le droit. Les réseaux, eux, ne disent que des opinions. Au-delà du joueur, il y a l'homme. C'est peut-être la dimension la plus oubliée dans ce tumulte. On parle du latéral du Paris Saint-Germain. On parle de la star internationale. On parle du cadre de la sélection marocaine. Mais derrière le numéro, derrière les statistiques, derrière les trophées, il y a un individu, une vie, une famille, une réputation bâtie depuis l'enfance. Et c'est là que tout devient vertigineux. Si demain, une preuve formelle, claire, indiscutable venait établir sa culpabilité, alors il n'y aurait plus de débat, plus d'argumentaire, plus de nuances possibles. La chute serait brutale, la déception immense. Parce qu'au-delà du talent, il y aurait la faute. Et dans ce cas-là, aucune bannière, aucun drapeau, aucun attachement patriotique ne pourrait servir de refuge. Le talent n'excuse rien. Le statut n'absout rien. Le maillot ne protège pas de la justice. Le football ne vit pas en dehors des lois. Une carrière brillante ne crée pas une immunité morale. Si les faits sont établis, ils doivent être assumés, sans détour, sans protection corporatiste. Mais l'inverse est tout aussi vrai. En l'absence de preuves définitives, condamner sur la base d'une intuition, d'un ressenti ou d'une pression collective est un terrain glissant. Parce qu'une accusation, aussi grave soit-elle, n'est pas une condamnation. Parce qu'un soupçon, aussi fort soit-il, ne remplace pas un jugement.
Détruire une réputation est rapide. La reconstruire est parfois impossible. Dans ce genre d'affaires, il faut tenir deux lignes en même temps. La fermeté absolue face à toute violence avérée et la rigueur absolue face à toute accusation non démontrée. C'est inconfortable, c'est complexe, mais c'est le prix de la justice. Car au-delà du joueur, au-delà de l'icône, au-delà du débat médiatique, il y a une réalité simple. Une décision judiciaire peut briser une vie. Et une condamnation populaire prématurée peut le faire aussi. Cette histoire ne fait que commencer. Ce que l'on croit savoir aujourd'hui peut être bousculé demain. Une expertise supplémentaire, un témoignage décisif, un élément technique, une contradiction éclaircie. Dans ce type de dossier, tout peut basculer en quelques lignes d'un rapport ou en quelques minutes d'audience. C'est la nature même d'une procédure judiciaire. Elle avance par étapes, elle affine, elle recoupe, elle vérifie. Elle ne fonctionne ni à l'instinct, ni à la popularité. Alors oui, tout peut changer. Un détail peut consolider une version. Un élément matériel peut renverser une perception. Une confrontation peut éclairer une zone d'ombre. Et c'est précisément pour cela qu'une seule posture tient réellement. La prudence. Prudence face aux certitudes rapides. Prudence face aux emballements collectifs. Prudence face aux verdicts improvisés. Écouter, observer, analyser, refuser le lynchage comme refuser l'aveuglement. Parce que derrière le nom d'Achraf Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain et figure majeure du football marocain, il y a bien plus qu'un statut sportif. Il y a une trajectoire construite depuis l'enfance, une image façonnée par des années de travail, une famille, des proches, une réputation qui dépasse les stades. Et derrière la plaignante, il y a peut-être une souffrance réelle, un traumatisme qui ne se voit pas à l'écran, une parole qui demande à être entendue avec sérieux et respect. C'est ce double enjeu qui impose la retenue. Dans ce genre d'affaires, la vérité ne se manifeste pas dans le bruit. Elle ne crie pas plus fort que les opinions, elle ne s'impose pas par viralité. Elle se construit, pièce par pièce, document par document, témoignage après témoignage. Et pour une fois, le football n'a pas le dernier mot. Ce ne sont ni les performances, ni les trophées, ni les statistiques qui décideront de l'issue. Ce sera la justice, et elle seule.